Alors avant la coupure des vacances de février, j'ai présenté la distinction qu'a introduite Franz Brentano, entre deux types de jugements. D'un côté, les jugements de type sujet-prédicat, et ça c'est important parce que, suivant la théorie traditionnelle que Brentano attaque, tout jugement a cette structure sujet-prédicat. Dans tout jugement, il y a quelque chose à propos de quoi l'on porte le jugement, et il y a la propriété qu'on lui attribue, ou quelque chose comme ça. C'est une structure universelle du jugement. Et lui, précisément, récuse cette idée et essaie de la réfuter, en faisant valoir notamment qu'il y a un autre type de jugement qui n'a pas cette structure, parce que dans cet autre type de jugement, il n'y a pas les deux éléments, le sujet et le prédicat, la chose dont on parle et la propriété qu'on lui attribue. Il y a une seule chose, ce sont des jugements à un terme. Comme il disait alors, ce sont des jugements thétiques. Je reviendrai sur cette expression de jugement thétique parce que, comme je vais vous l'indiquer, le sens de cette idée de jugement thétique s'est élargi pour aller au-delà de ces jugements qu'il y a ici. Mais en tout cas, ici, ce sont les jugements à un terme. Il fait jour, il pleut, il tonne, il neige. Tous les jugements météorologiques sont des jugements à un terme. Mais aussi, dans la même catégorie, on trouve les jugements existentiels. Comme il y a des êtres malfaisants, il y a du bruit. C'est vrai qu'il y a du bruit et il neige, on voit bien que c'est un peu la même chose. Il neige, c'est aussi dire il y a de la neige. Bon. Enfin, on peut facilement passer d'une forme à l'autre. En tout cas, l'idée, c'est qu'il y a une seule chose ici qu'on dit, il n'y a pas quelque chose dont on parle et une propriété qu'on lui attribue. Alors, pour ce qui est des jugements existentiels, l'idée initiale ici vient de Kant. Suivant Kant, Brentano nie que l'existence soit un prédicat. Et donc, dans une proposition existentielle qui nous dit que quelque chose existe ou qu'il y a quelque chose, qu'il y a des bouts de serre, ou que les bouts de serre existent, ça c'est un exemple d'Aristote, dans ce genre de proposition, selon Brentano, l'esprit pose, affirme la réalité de quelque chose, et le contenu véritablement du jugement, c'est le quelque chose dont la réalité est affirmée. Et c'est différent des jugements ou de type sujet-prédicat, parce que les propositions sujet-prédicat, elles ne sont pas thétiques au sens où elles affirmeraient la réalité de quelque chose, elles sont, on pourrait dire, synthétiques au sens où elles attribuent une propriété à un objet. L'idée de synthèse ici, ça vient aussi d'Aristote. Il y a cette idée que la combinaison sujet-prédicat, c'est une synthèse qui est nécessaire pour qu'on ait jugement. Alors évidemment, on pourra penser que dans le cas des propositions existentielles, c'est exactement ce qu'on a. On a un sujet et un prédicat. Et c'est comme ça que la théorie traditionnelle rend compte des propositions existentielles, en disant que c'est un cas particulier de proposition sujet-prédicat. Vous parlez du bout de serre et vous dites qu'il existe. Vous lui attribuez la propriété d'exister. Et d'ailleurs, Aristote, dans un passage que j'ai mentionné dans une des deux premières séances, lui-même utilise un jugement existentiel comme exemple de jugement possédant la structure sujet-prédicat, quand il dit notamment que la notion de bout de serre n'est ni vraie ni fausse en soi, mais si vous ajoutez le bout de serre est ou existe, à ce moment-là, vous avez quelque chose qui est vrai ou faux, parce que vous avez à ce moment-là la bonne structure, quelque chose dont vous parlez et la propriété que vous lui attribuez. Donc, de façon traditionnelle, on considère que ces énoncés-là aussi expriment des jugements de type sujet-prédicat. Mais selon Brentano, c'est une erreur. C'est une erreur d'essayer de réduire ces propositions à des propositions comme Jean est sage, qui sont véritablement des propositions sujet-prédicat. Et Brentano soutient que le verbe est dans le bout de serre est, pour prendre l'exemple d'Aristote, ce n'est pas très français, mais il pense que le mot est ici n'est pas plus un prédicat que le mot est qu'on a dans les énoncés de type Jean est sage. Et donc ce que veut faire Brentano, c'est d'étendre aux énoncés existentiels
ce qui est dit dans la conception traditionnelle à propos du sens du « est » dans des énoncés comme Jean est sage, ce petit « est » qui est la copule. Dans un énoncé correspondant à un jugement de type sujet-prédicat, on a bien le sujet, ici Aristote, on a la propriété qu'on lui attribue, ici mortel, et le petit mot « est », la copule, sert à joindre les deux choses. Et en fait, la copule reflète ou exprime l'acte de l'esprit qui attribue à l'objet la propriété. Et effectivement, pour faire la synthèse des deux, il faut un acte de l'esprit. Et cet acte de l'esprit, c'est l'esprit qui attribue la propriété ou qui lui dénie la propriété, donc un acte positif ou négatif. Mais il y a l'acte de l'esprit. Et l'acte de l'esprit, reflété par la copule, ce n'est pas la même chose que le contenu du jugement, c'est l'acte de jugement. Le contenu du jugement, c'est seulement le sujet et le prédicat. L'acte consiste à attribuer le prédicat, la propriété au sujet. Donc l'analyse qui est offerte, c'est une analyse selon laquelle il y a donc les termes qui contribuent au contenu ou à la matière du jugement, donc le sujet, Aristote, le prédicat mortel, et puis le petit mot « est » représente l'acte de l'esprit qui juge. Et ce que dit Brentano, c'est que c'est exactement pareil dans le cas d'un jugement thétique à un seul terme. Il pense que le mot « est » ici, ou « il y a », ou « existe » aussi bien, ces mots-là expriment l'acte de l'esprit qui pose la réalité de la chose, qui donne son assentiment à la réalité de la chose représentée. Mais le contenu, c'est simplement la chose elle-même. Et donc le contenu, il est simple, il n'est pas double, il n'y a pas deux choses dans le contenu, il y a juste le bouxer, ici, dans cet exemple. Alors, donc j'ai introduit ces idées de Brentano, et un argument qu'il donne à l'appui de l'idée que c'est le même « est » qu'on trouve ici dans le bouxer « est » et dans Jean et sage, c'est une idée un peu risquée, mais enfin j'en ai un peu parlé. Mais surtout, j'ai indiqué que cette distinction entre deux types de jugement, elle a été redécouverte de façon indépendante, et notamment par Peter Strawson, qui expose cette distinction dans son livre « Les individus ». Alors, je précise que Strawson, pendant toute sa carrière, le centre, le cœur de ses recherches, c'est la différence et la complémentarité qui existent entre deux actes mentaux fondamentaux qui s'articulent dans le jugement. Et ces deux actes, c'est d'un côté la référence identifiante, comme il appelle ça la référence identifiante aux objets. L'esprit se focalise sur quelque chose, se porte sur quelque chose. Et d'autre part, la prédication, c'est-à-dire l'attribution à quelque chose à quoi l'on pense, d'une propriété qu'on lui attribue. Donc ces deux actes sont impliqués conjointement dans un jugement, et c'est ce que montre un énoncé comme ce nuage a la forme d'une guitare, où le groupe sujet, ce nuage, sert à faire référence identifiante à un objet particulier, en l'occurrence un certain nuage, et le reste a la forme d'une guitare, c'est la prédication, c'est une certaine propriété qu'on attribue à l'objet. Mais ce que dit Strawson, c'est que, donc ça, c'est ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la référence et la prédication, la différence entre les deux, c'est le cœur de ses recherches. Mais il fait remarquer que ce n'est pas le seul type de jugement qui existe, et qu'il y a un autre type de jugement dont il pense qu'il est plus fondamental. Il est plus fondamental parce qu'il y a une relation asymétrique entre les deux. Les jugements sujet-prédicat présupposent l'autre catégorie, alors que ce n'est pas le cas dans le sens inverse. Et l'autre catégorie, c'est c'est ce que Brentano appelle les jugements thétiques, les jugements à un seul terme. Évidemment, ce n'est pas du tout l'expression qu'emploie Strawson. Strawson ignore totalement cette tradition antérieure de Brentano et de ses élèves qui ont parlé de ça. Donc il redécouvre simplement ça. Et lui, il parle de feature placing. Il dit que ce sont des jugements qui font autre chose. Il n'y a pas de référence à quoi que ce soit. On n'est pas en train d'identifier telle ou telle chose à quoi l'on pense ou dont on veut parler pour lui attribuer une propriété.
on se contente de localiser dans l'environnement une instantiation de propriétés, la neige, la pluie, le bruit. On voit qu'il y a une propriété qui est instanciée dans l'environnement, et le jugement de type, les exemples que donne Strawson, c'est très frappant, sont exactement les mêmes que donne Brentano et ses élèves, notamment les énoncés, les jugements météorologiques, mais aussi bien des jugements comme il y a du bruit, des jugements existentiels de ce genre-là. J'ai mis sur cette diapo le livre de Franz Miklosic dont parle Brentano et Marty, son élève, qui est un livre fait par un linguiste à peu près au même moment où Brentano produisait sa théorie, et où lui-même, c'est un livre consacré à ce type de phrases sans sujet. Et Brentano, à la fin de la dernière séance, je vous lisais un passage où Brentano disait « c'est extraordinaire que des esprits indépendants, sans rien connaître l'un de l'autre, puissent arriver à exactement la même théorie ». Il disait ça à propos du travail de Miklosic, dont il a rendu compte, et je disais que c'est encore plus étonnant de voir que Strawson, en totale ignorance de tout cela, redécouvre les mêmes idées. Et évidemment, tout ça, ça appuie les idées en question. On a l'impression que si tous ces gens-là arrivent à ces conclusions-là, il doit y avoir du vrai là-dedans. Donc l'existence de telles propositions dépourvues de la structure sujet-prédicat, et néanmoins des vraies propositions qu'on peut évaluer comme vraies ou fausses, est censée contribuer à réfuter l'idée que j'ai attribuée à Aristote, selon laquelle la structure du jugement, c'est la structure sujet-prédicat. On peut voir ça comme l'idée que cette structure sujet-prédicat est à la fois nécessaire et suffisante pour qu'on ait jugement, pour qu'on ait quelque chose de vrai ou faux, un jugement. Et on peut mettre en cause l'idée que ce soit nécessaire, et on peut aussi mettre en cause l'idée que ce soit suffisant. Le fait qu'il y ait des jugements à un seul terme, c'est-à-dire des vrais jugements, vrais ou faux, où il n'y a pas la structure sujet-prédicat, donne à penser que cette structure n'est pas nécessaire. Et c'est, entre autres, ce que veut montrer Brentano. L'idée que c'est nécessaire, il me semble que c'est quelque chose qu'on trouve chez Aristote. Aucun terme en lui-même n'affirme ni ne nie rien, c'est seulement par la liaison de ces termes entre eux que se produit l'affirmation et la négation. Toute affirmation, toute négation est vraie ou fausse, tandis que pour des expressions sans aucune liaison, c'est-à-dire des choses simples, il n'y a ni vrai ni faux. Par exemple, homme, blanc, court, vainqueur, ce n'est pas vrai ou faux. Pour que ce soit vrai ou faux, il faut qu'on ait les deux choses. Donc là, c'est clairement l'idée que cette structure, cet assemblage, cette synthèse prédicative est une condition nécessaire pour qu'on ait jugement. Et les jugements à un seul terme sont une tentative de contre-exemple ou de réfutation de cette idée-là. Mais il y a aussi, dans l'autre sens, la réfutation qu'entend faire Brentano également, et de l'idée que la structure prédicative, sujet-prédicat, cette synthèse serait suffisante pour qu'on ait jugement. Et Brentano s'inscrit contre, disons, le courant dominant, mais il n'est pas le seul à mettre en cause cela, puisqu'il cite lui-même John Stuart Mill, qui fait valoir qu'on peut très bien avoir la synthèse prédicative, et donc cet assemblage du sujet et du prédicat, sans avoir jugement. L'esprit peut très bien ne pas juger, l'esprit peut simplement considérer une possibilité sans en aucune façon porter un jugement positif ou négatif. Donc ce que dit Mill dans ce passage que j'ai déjà cité, c'est nous pouvons joindre ensemble, c'est l'idée de synthèse aristotélicienne, deux idées sans aucun acte de croyance, comme lorsque nous imaginons simplement quelque chose, ou bien lorsque nous faisons un acte positif de non-croyance. Car pour ne pas croire que Mahomet était un apôtre de Dieu, il nous faut mettre en présence l'idée de Mahomet et celle d'un apôtre de Dieu. Nous devons avoir le lien prédicatif. Comme je l'ai dit, ce deuxième argument n'est peut-être pas excellent parce que pour la tradition, notamment aristotélicienne, l'acte de l'esprit peut être positif ou négatif. Donc l'acte négatif de diviser, de séparer, c'est une forme de jugement. Mais en tout cas, l'idée qu'on peut simplement imaginer quelque chose, on peut imaginer une situation, un état de choses qui implique un objet, une propriété, on peut imaginer ça sans porter aucun jugement. Et donc ça, c'est la distinction force-contenu qui est utilisée contre la théorie aristotélicienne aussi.
et dont j'ai parlé un peu, mais surtout je reparlerai beaucoup dans la suite du cours, et en particulier dans la dernière séance. Mais pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de ça. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est à nouveau cette idée de jugement éthique, de jugement à un seul terme. Ce que je voudrais montrer, c'est comment la théorie de Brentano a évolué. Il y a une deuxième version de la théorie, et en particulier entre les mains de son élève Anton Martí, qui a repris, disons, ce flambeau-là et qui a développé l'idée de l'opposition des jugements éthiques et des jugements catégoriques. Mais petit à petit, c'est une nouvelle interprétation qui a émergé et que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Alors, dans la deuxième version aussi, il y a une distinction entre deux types de jugements, dont ça a l'air d'être la même chose, les jugements éthiques et les jugements dits catégoriques, les jugements traditionnels. Mais la notion de jugement éthique prend un sens beaucoup plus large qu'auparavant. Un jugement éthique n'est plus seulement un jugement à un terme. Ça, c'est un des jugements éthiques possibles, le jugement à un terme, mais il y en a d'autres. Le jugement éthique se définit, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai introduit l'idée, comme un jugement qui pose quelque chose. C'est ça que veut dire éthique. L'esprit pose quelque chose, affirme la réalité de quelque chose. Mais ce quelque chose peut être simple, comme la pluie, la neige, le bruit, ou complexe. Complexe, c'est-à-dire impliquant deux termes. Même s'il implique deux termes, et donc même si son contenu est complexe, le jugement éthique, dans la nouvelle théorie, est un jugement simple en un certain sens parce que le jugement est simplement l'affirmation de quelque chose. Le quelque chose, ça peut être, encore une fois, un état de choses qui a une certaine complexité interne, par exemple le fait qu'un objet possède une propriété. Mais l'idée du jugement simple ou éthique, c'est l'idée que l'esprit pose quelque chose. Et ça s'oppose à un autre type de jugement dont je vais vous parler, dont je vais introduire les choses, je vais expliquer, mais que Brentano et Martí appellent le jugement double. Et dans le jugement double, il y a une complexité qui n'est pas seulement la complexité du contenu du jugement, mais c'est l'acte lui-même qui est double. Le jugement est un acte de jugement double. C'est pas seulement, donc il y a une complexité au niveau du jugement lui-même, mais je vais vous expliquer ça. En tout cas, le paradigme de jugement double, en ce sens-là, et c'est ça qui nous intéresse, c'est précisément des choses comme ce nuage à la forme d'une guitare. Ce sont les jugements singuliers, dont je dirai un mot dans un instant. Mais donc, pour introduire donc, cette nouvelle version de la théorie, je voudrais revenir donc, à la première version. Ce que fait Brentano, de façon constante dans la première version, dans la deuxième, c'est vraiment son projet, c'est, comme je l'ai dit, de récuser l'idée que la forme sujet-prédicat, c'est la forme universelle du jugement. Ce qu'il dit, ce n'est pas la forme universelle du jugement, puisqu'il y a des jugements, les jugements éthiques, les jugements à un seul terme, qui n'ont pas cette structure. Mais est-ce que ça veut dire que Brentano rejette l'idée qu'il y a une forme universelle du jugement? Eh bien non. En fait, lui, il pense qu'il y a une forme universelle du jugement, mais que ce n'est pas celle-là. Alors, la forme universelle du jugement, pour lui, c'est vraiment tout simple, c'est la forme existentielle, en fait. La forme universelle du jugement, ça, c'est là, maintenant, je vous parle de sa première version de sa théorie, sur laquelle je reviens. La forme universelle du jugement, dans cette première version, c'est l'esprit affirme quelque chose ou l'esprit nie quelque chose. Toutefois, il y a la version positive, la version négative. Donc, X, c'est le contenu du jugement, la chose dont vous affirmez la réalité ou l'existence. X est ou X n'est pas, si vous niez. Et alors, à la place de X, vous pouvez avoir soit quelque chose de simple, comme la neige, la pluie, le bruit, Dieu. Et à ce moment-là, on a un jugement à un seul terme. Il pleut, il neige, Dieu existe. Mais vous pouvez aussi avoir, à la place de X, quelque chose de complexe. Donc, dans les schémas que je vais vous présenter, j'utilise les lettres A et B comme en représentant les contenus de jugement. A, ce serait un jugement simple. A est.
mais dans les cas où le contenu du jugement est lui-même complexe, ou dans les cas où l'esprit affirme la réalité de quelque chose de complexe, un état de choses, eh ben, le fait que la tour Eiffel a réouvert, bon, ça le contenu est complexe, il y a la tour Eiffel, il y a la propriété d'avoir réouvert, et l'esprit qui juge ça affirme la réalité de cet état de choses. Donc là, on a toujours la structure X est, mais le X ici, c'est quelque chose de complexe que je représente par les lettres AB, où A, c'est le sujet, la tour Eiffel, et B, c'est le prédicat ouvert. Mais c'est toujours la même structure, avec tantôt un contenu simple, tantôt un contenu complexe, avec toujours l'acte de l'esprit simplement qui affirme la réalité. Et puis on a la variation suivant que c'est positif ou négatif. Et là, ça correspond au plus ici ou au moins. Le plus ou le moins signifie que l'esprit affirme ou l'esprit nie. Et donc, à partir de ces idées toutes simples, on obtient 4 types de jugements. Avec cette structure générale X plus ou moins, est, dans l'affirmation ou la négation de X. Avec le cas simple, c'est le A plus, A moins. Le cas complexe, c'est à droite le AB plus, AB moins. Et donc des exemples de jugements T-type simple, c'est A plus, Dieu existe, ou A moins, Dieu n'existe pas. Mais on pourrait avoir aussi bien il pleut, il ne pleut pas, c'est la même chose. Et du côté des jugements dont le contenu est complexe, on a des jugements comme certains champignons sont vénéneux. Ça nous dit que cet état de choses, qu'un champignon soit vénéneux, ça existe. Ou bien, il n'y a pas d'amour heureux, j'ai donné ça comme exemple de AB-, c'est-à-dire là aussi, cet état de choses complexe, un amour heureux, ça n'existe pas. J'ai donné ces exemples parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, Brentano reprend les 4 types de propositions reconnues par la logique aristotélicienne, les propositions universelles, affirmatives et négatives, et les propositions particulières, affirmatives et négatives, les propositions dont traite la syllogistique d'Aristote. Brentano essaie de montrer que toutes ces propositions-là se réduisent à des propositions existentielles. Et c'est ce qu'on voit là, les AB+, et AB- qu'on a ici, ça correspond au type de propositions dont parle la syllogistique. Voici les 4 types de propositions avec leur traduction par Brentano en proposition existentielle. Tout homme est mortel, universel affirmatif, pour lui, ça se traduit par un homme immortel n'est pas, et un homme immortel n'est pas, ça nie l'existence de cet état de choses complexe, un homme possédant l'immortalité. Donc c'est du AB-. Et pareil pour aucun homme n'est mortel. Et les propositions particulières, affirmatives ou négatives, se traduisent par du AB+. Certains hommes sont méchants, c'est un homme méchant est. On affirme l'existence de cet état de choses où on a un homme qui est méchant. Et c'est pareil, évidemment, la version négative, il faut nier le prédicat. Donc on peut traduire toutes ces propositions dans des propositions existentielles. Et les propositions existentielles en question sont des propositions où on a cette structure sujet-prédicat, mais où l'acte de l'esprit est simple, il s'agit d'affirmer, de poser l'existence ou la non-existence d'un état de choses. Donc ce que fait Brentano, c'est que ces propositions de la logique aristotélicienne, les propositions sujet-prédicat, sont toutes traitées comme ayant la forme AB+ ou AB-. C'est ce qu'on a sur la droite. Ça, c'est des propositions traditionnelles. Et ce que fait Brentano, c'est non seulement, disons, de les reformuler comme propositions existentielles, satisfaisant la formule générale X+, X-, c'est-à-dire l'esprit affirme ou nie la réalité de quelque chose. Mais en outre, il montre qu'il y a une autre catégorie de jugements dont ne traite pas la logique aristotélicienne, et qui sont des jugements à un seul terme. Dieu existe, Dieu n'existe pas, il pleut, il ne pleut pas. Et eux aussi ont la structure X+, X-. Donc ça montre que la structure sujet-prédicat, c'est quelque chose de local. C'est illustré par un certain type de jugement. Mais il y a un autre type de jugement, et tous ces jugements ont la forme X+, X-. Donc la vraie forme universelle du jugement, ce n'est pas la structure sujet-prédicat, c'est cette structure existentielle, X+, X-. Et donc ça,
ce que je viens de vous dire là, c'est ce que j'appelle la première théorie de Brentano. Attaque contre la théorie traditionnelle au nom du fait qu'il n'y a pas que les jugements de type sujet-prédicat, il y a une autre catégorie de jugements, et tous ces jugements, qu'ils soient sujet-prédicat ou pas, illustrent cette forme générale existentielle qui affirme ou qui nie la réalité de quelque chose. Alors maintenant, la seconde théorie. La seconde théorie de Brentano, l'évolution. Et j'ai cité Marty comme étant le principal artisan de cette évolution. Enfin, Brentano et Marty ensemble. Mais Marty a beaucoup écrit sur ces questions. Donc la seconde théorie, celle de Brentano-Marty, comme on peut l'appeler, elle maintient le rejet de l'universalité de la structure sujet-prédicat. Elle maintient l'idée qu'il n'y a pas que ces sujets-là, il y a ces jugements-là. Il y a aussi des jugements à un seul terme, comme il pleut, il y a des nuages, il y a du bruit, Dieu existe, tout ça, c'est des jugements à un seul terme, qui ont la forme A plus ou A moins. Donc A, c'est quelque chose de simple, donc ce n'est pas des jugements sujet-prédicat. Mais la deuxième théorie se distingue de la première, la deuxième version de la théorie se distingue de la première, par le fait que la structure X plus X moins, ici qui là est la structure universelle du jugement, eh bien, ça n'est plus la structure universelle du jugement dans la deuxième théorie. C'est-à-dire qu'il y a encore un nouveau type de jugement qui est mis sur la table, en plus de tous ceux qu'on a là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, on a des jugements dont le contenu peut être simple ou complexe. Le contenu peut être A ou AB, mais l'acte de l'esprit, c'est toujours un acte simple d'affirmer ou de nier l'existence ou la réalité de la chose représentée. Et dans la nouvelle théorie, il y a l'émergence d'une nouvelle structure qui est plus compliquée, et où là, la complexité n'est pas la complexité dans le contenu, c'est une complexité dans l'acte de jugement lui-même. Alors, je représente cette nouvelle structure et ce nouveau type de jugement de la façon suivante. On retrouve le AB plus moins, mais avant, on a entre crochets un A+. Donc, ça correspond à ce que Brentano et Marty appellent un jugement double. Il y a en quelque sorte deux jugements, mais ce n'est pas juste deux jugements, il y en a un qui est greffé sur l'autre. C'est donc une structure un peu particulière. Une façon d'exprimer cette idée qu'un jugement est greffé sur l'autre, c'est de recourir à l'idée de présupposition. L'élément entre crochets ici, le A+, c'est un jugement A+, c'est un jugement qui pose l'existence de quelque chose, c'est un jugement thétique, comme ce qu'on a vu, avec un contenu simple. C'est un jugement qui pose l'existence de quelque chose, mais en le mettant entre crochets, ce que ça signifie, c'est que ce jugement est tenu pour acquis, présupposé, il est en quelque sorte dans l'arrière-plan. Et le jugement AB+, ou AB-, c'est un nouveau jugement qui, présupposant le premier, attribue à la chose dont la réalité est tenue pour acquise et acceptée une certaine propriété B, ou rejette cette propriété dans le cas négatif. Et donc c'est le résultat qui est un jugement double. Le résultat, c'est une sorte d'ensemble de deux jugements dont l'un appartient à l'arrière-plan cognitif de l'autre. Dans l'arrière-plan, il y a l'existence d'une certaine chose que nous acceptons. Et à l'avant-plan, le jugement proprement dit consiste à attribuer à cette chose une certaine propriété ou à lui refuser cette propriété. Mais le point important, c'est que le jugement, quand vous affirmez ou que vous niez la propriété de l'objet dont l'existence est présupposée, vous n'êtes pas en train d'affirmer l'existence de cet objet. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà accepté. Donc le deuxième jugement après les crochets porte uniquement sur la possession par l'objet de la propriété B. Le jugement vise à dire cet objet il est B ou cet objet il n'est pas B. Mais l'existence de A, ce n'est pas quelque chose qui fait partie du contenu du jugement, parce que c'est quelque chose qui est présupposé, qui est déjà là, qui est déjà donné.
Tout ça, c'est une interprétation que je donne de ces idées de Brentano et Martin. Je ne suis pas du tout spécialiste, donc j'invite les gens qui s'intéressent à aller voir de plus près. Il y a un certain nombre de citations où on voit apparaître une idée qui est un peu comme cette idée de présupposition, cette asymétrie, le fait qu'il y ait quelque chose de déjà donné, qu'il y ait cette structure d'arrière-plan. Marty dit « Attribuer ou refuser une détermination à quelque chose de déjà reconnu est le sens véritable de l'énoncé prédicatif. » Par énoncé prédicatif, il veut dire le jugement double, le cas d'un énoncé qui exprime un tel jugement. Il dit aussi « Nous formons un jugement double chaque fois que, pour un objet déjà repéré selon certaines déterminations, nous découvrons une nouvelle détermination aux relations, un nouvel aspect non encore pris en considération. » Donc le jugement double, il y a dans l'arrière-plan un jugement éthique déjà acquis, revenant à accepter l'existence de quelque chose de déjà connu, et le second jugement qui se greffe là-dessus, sur ce jugement éthique déjà accepté, c'est le jugement consistant à attribuer à cette chose ou à refuser à cette chose une certaine propriété. Mais l'esprit, l'acte de l'esprit est double. Il y a cette présupposition qui correspond à un jugement antérieur, et il y a le nouveau jugement. Et ça c'est pas du tout la même chose que le jugement éthique à deux termes dont je vous parlais, comme il n'y a pas d'amour heureux, où il y a des espions maladroits. Ce genre de choses-là affirme simplement l'existence des tas de choses où on a un espion maladroit, où on a un amoureux, où on accepte ou refuse. Mais là, ce n'est pas simplement un acte simple de l'esprit qui accepte ou refuse un état de choses complexes. C'est un double acte de l'esprit. Premier acte de l'esprit, poser l'existence de quelque chose, cet acte-là a lieu déjà. Deuxième acte de l'esprit qui fait fond sur le premier, qui se greffe sur le premier, qui sert d'arrière-plan, attribuer à cet objet dont l'existence est présupposée une propriété ou la lui refuser. Et ce n'est pas la même chose, mais je vais revenir là-dessus. En tout cas, cette idée de présupposition ou d'arrière-plan, évidemment, elle est familière à tous ceux qui connaissent les travaux des philosophes du langage sur la référence singulière. C'est cet acte précisément dont Strawson dit qu'il est à l'œuvre dans le jugement. Il y a ces deux actes complémentaires de référence identifiante et de prédication. C'est en ça que consiste le jugement, ou en tout cas le jugement singulier. Et pour Strawson, cette idée de référence identifiante est liée de façon qu'on pourrait dire inextricable peut-être à cette idée de présupposition. Vous avez entendu parler de la polémique qu'il y a eu au milieu du XXe siècle entre Strawson et Russell. Russell était l'auteur d'une théorie très fameuse, la théorie des descriptions, comme on dit, des descriptions définies, qui parlait de cette notion de référence. Et Strawson a, longtemps après, publié un article qui a eu un énorme retentissement, où il attaquait frontalement une théorie qui avait été acceptée pendant un demi-siècle. Une théorie qui était vraiment un fondement de la réflexion des philosophes analytiques sur la référence. Et Strawson l'a attaqué de façon assez virulente, et Russell était très fâché, parce qu'il pensait que l'autre n'avait rien compris à la théorie pour commencer, et bon, enfin, c'était une sorte d'insecte qui venait le piquer, le gêner. Enfin, bon. En tout cas, il y a eu donc une polémique assez virulente. Et au cœur de cette polémique, il y a l'idée de présupposition, parce que ce que dit Strawson, c'est que l'acte de référence, quand on fait référence à quelque chose, quand on désigne quelque chose, quand je dis ce nuage à la forme d'une guitare, par exemple, je fais une référence au nuage en question, je focalise mon attention sur le nuage et je le désigne de sorte que la personne à qui je m'adresse, lui-même, accomplisse le même acte d'identifier le nuage en question et comprenne que ce que je dis, c'est que ce nuage a une certaine propriété. C'est ça l'acte de référence. Et ce que dit Strawson, c'est que l'acte de référence s'accompagne toujours d'une présupposition d'existence.
Quand vous faites référence à quelque chose, ça veut dire que vous présupposez que la chose existe. Et d'une façon générale, l'idée de référence identifiante est liée chez Strawson et aussi ceux qu'il a influencés. Il a énormément influencé les discussions contemporaines, y compris en linguistique. Donc l'idée de référence identifiante est liée à celle d'un corps de connaissances déjà disponible au sujet de l'objet. C'est en fait une idée qui est très présente chez Strawson, mais elle n'est pas thématisée de façon suffisamment explicite dans la littérature contemporaine. Et en fait, c'est très important de voir qu'il y a cette idée. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais l'idée d'identification ou de réidentification, comme dit Strawson, c'est notamment l'idée que vous avez un corps de connaissances déjà constitué au sujet d'une certaine entité. Ça, c'est une sorte d'arrière-plan cognitif. Et identifier quelque chose, c'est rapporter cette chose à votre corps de connaissances, voir que c'est cette chose-là. C'est bien cette chose-là. Mais pour identifier, repérer la chose comme étant cette chose familière, il faut que vous ayez déjà un corps de connaissances sur la chose en question. Donc, la référence vue par Strawson, c'est en quelque sorte l'activation d'un dossier mental préexistant. On a un dossier mental sur quelque chose et vous apercevez que, par exemple, il y a quelqu'un que vous connaissez, vous avez des tas d'informations sur cette personne, puis il y a quelqu'un qui passe, vous le reconnaissez et ça veut dire que vous activez votre dossier mental, que vous l'identifiez. Et cette identification implique la préexistence d'un corps de connaissances. Si vous n'avez pas un corps de connaissances préexistant, qu'est-ce qui se passe? Vous découvrez un nouvel objet. Par exemple, il y a un animal, vous n'avez jamais vu un animal de cette sorte, qui passe devant vous, vous le découvrez complètement. Et bien, dans ce cas-là, vous initiez, il va y avoir un nouveau corps de connaissances. Vous apprenez quelque chose, vous allez ouvrir en quelque sorte un dossier mental sur cette chose-là, mais vous n'en avez pas qui préexiste. Et dans ces cas-là, ce n'est pas le même type d'acte, ce n'est pas de l'identification. C'est quelque chose de différent. En tout cas, ces questions concernant la référence et le fait qu'identifier quelque chose, c'est faire le lien avec un corps de connaissances préexistant, c'est, comme dit Marty, invoquer quelque chose de déjà connu ou de déjà repéré, eh bien, c'est quelque chose qui a été pas mal discuté en linguistique pour expliquer notamment un certain trait qui est un trait que possèdent les expressions au moyen desquelles on fait référence. Si vous regardez au début c'est un tout petit, mais au début de l'article de Strawson, il dit la référence sur le plan linguistique, faire référence à quelque chose, c'est quelque chose qu'on fait avec un certain type d'expression. Il donne une liste d'expressions. Et toutes les expressions dont il donne la liste, les noms propres, les démonstratifs comme ce nuage, les pronoms, les descriptions définies, le chat, etc., toutes ces expressions possèdent le trait défini. C'est un trait qui est important dans les langues et dont discutent les linguistes. Et la question s'est posée de savoir qu'est-ce que c'est que ce trait défini. Le trait défini, par exemple, vous avez la description définie, le chat, ou le chat de la voisine. Le, article défini. Mais vous avez aussi un, article indéfini, un chat, ou un chat de la voisine. La référence, nous dit Strawson au début de l'article, c'est ce qu'on fait notamment avec cet article défini. Si je dis le chat est sur le paillasson, je fais référence au chat en utilisant cette expression définie. Je peux dire aussi ce chat, je peux lui donner un nom, enfin utiliser son nom propre Minette. Toutes ces expressions-là possèdent ce que les linguistes appellent le trait défini. Et la question se pose de savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond le trait défini. Et là, je vous ai mis la couverture notamment d'un livre assez connu de Hawkins sur le défini et l'indéfini. Et ce que nous dit Hawkins, c'est que, c'est une théorie donc, qui est largement acceptée, ça paraît tout à fait vrai, c'est l'idée que c'est la familiarité. Vous employez le défini quand l'objet dont vous parlez
est familier, que vous le connaissez déjà. C'est à nouveau l'idée d'un corps de connaissances déjà constitué. Vous le connaissez déjà, vous avez votre dossier mental sur cet objet. Et donc, si c'est de cet objet que vous voulez parler, que vous et votre interlocuteur, vous avez déjà un dossier mental, ben, vous évoquez ce dossier mental, vous l'activez en employant le défini. La condition d'emploi du défini, c'est pour l'auditeur qui entend quelqu'un parler, dire le chat, eh ben, il sait qu'il y a un certain chat au sujet duquel il a déjà un dossier mental, dont il est familier, et c'est de ce chat-là qu'on lui parle. Et donc, il doit activer le bon dossier mental, il doit trouver quel est le chat en question. Mais ce n'est pas un nouveau chat qu'on introduit dans son esprit, c'est un chat qu'il connaît déjà. Et c'est ça que véhicule le trait défini. J'ai mis aussi là la première page d'un article qui a eu beaucoup d'influence de René Heim sur la théorie de la familiarité, de la théorie qui nous dit que ce qui caractérise le défini, c'est que ça impose la familiarité. On doit être familier de l'objet auquel on fait référence si on emploie une expression définie. Et elle fait remarquer dans cet article qu'on ne peut pas dire simplement que la condition, c'est que l'objet soit familier, soit déjà connu. On ne peut pas dire ça parce qu'il y a des cas où on va employer le défini alors qu'il n'y a pas d'objet. Il y a des tas d'emplois du défini où on ne peut pas dire qu'il y a réellement quelque chose dans le monde. Enfin, je ne vais pas vous donner le genre d'exemple, mais en tout cas, ce qu'elle dit, c'est qu'il est préférable de raisonner en termes de dossier mental, justement. Il est préférable de dire qu'on emploie le défini quand la compréhension de ce qu'on dit requiert de la part de l'auditeur la possession déjà d'un dossier mental sur la chose dont on entend parler. Et donc la différence entre les expressions définies et les expressions indéfinies, un chat miaule dans le jardin, le chat miaule dans le jardin, c'est que si vous dites le chat miaule dans le jardin, il est nécessaire que votre auditeur possède déjà un dossier mental concernant le chat en question. Il sait déjà, il le connaît ce chat. Et il doit penser à ce chat qu'il connaît déjà, il doit activer son dossier mental pour comprendre ce que vous dites, à savoir qu'il est dans le jardin, qu'il est en train de miauler dans le jardin. Alors que si vous dites un chat miaule dans le jardin, là, vous ne présupposez pas des connaissances antécédentes sur le chat en question de la part de l'auditeur. L'auditeur n'est pas censé avoir déjà un dossier mental sur le chat en question. Au contraire, l'indéfini introduit ce chat dans l'univers mental de l'auditeur. Et c'est ça l'idée importante. Introduire l'objet, ou en l'occurrence le chat, dans l'univers mental. Dans l'autre cas, le chat, il est déjà dans l'univers mental. Et il s'agit simplement d'activer ce corps de connaissance, cette représentation du chat qui existe déjà dans l'esprit de l'auditeur. Alors, donc il y a cette théorie bien connue, et ça correspond, et donc Strawson évidemment s'inscrit dans ce cadre-là. Ce que nous dit Strawson, c'est que quand on emploie le défini, on présuppose l'existence, non seulement l'existence, mais aussi la familiarité en fait, de l'auditeur avec cette chose dont on lui parle. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en rapport avec les types de jugements qu'on a chez Brentano. Parce que le premier énoncé, un chat miaule dans le jardin, bah c'est un énoncé de type AB+. Ça affirme l'existence d'un certain état de choses. L'état de choses est complexe, AB. Il y a un chat, A, avec la propriété miauler dans le jardin, B. Quelque chose comme ça. Supposons que ce soit comme ça qu'on analyse l'énoncé. L'esprit affirme l'existence d'un chat miaulant dans le jardin, l'existence de cet état de choses complexe. Donc c'est un énoncé thétique, ça qui affirme l'existence de quelque chose, avec contenu complexe de structure AB. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec le chat miaule dans le jardin. Avec le chat miaule dans le jardin, on a un jugement double. Le jugement en question, ou l'énoncé en question, présuppose l'existence d'un chat déjà connu tant du locuteur que de celui à qui il s'adresse. Donc l'existence est là présupposée, c'est dans l'arrière-plan, il y a déjà ce dossier mental sur ce chat.
présuppose son existence et sa familiarité, et attribue à ce chat déjà répertorié la propriété de miauler dans le jardin. Et l'existence du chat, ici, n'est pas affirmée. Ça ne fait pas partie du contenu du jugement. Quand vous dites « le chat miaule dans le jardin », c'est quelque chose qui a déjà été accepté. Donc l'existence du chat n'est pas ici affirmée, elle est présupposée, elle est tenue pour acquise. Et encore une fois, c'est ce sur quoi Strawson va insister dans sa polémique avec Russell. Parce que Russell, lui, a représenté le contenu d'un énoncé comme « le chat miaule dans le jardin », comme certes impliquant l'existence du chat, mais il mettait tout ça dans le contenu du jugement, dans ce qui est affirmé par le jugement. Comme si le jugement affirmait notamment l'existence d'un certain chat, etc. Et ce que dit Strawson, c'est non, l'existence du chat, elle n'est pas affirmée par ce jugement-là, elle est présupposée, c'est quelque chose qui est déjà là. On a un jugement double, on est en train d'attribuer à un chat déjà connu, déjà enregistré, déjà répertorié une propriété, celle d'être en train de miauler dans le jardin. Mais on doit distinguer les deux types d'informations qui se mêlent, parce qu'il y a cette structure, il y a un jugement, le jugement qui attribue la propriété de miauler dans le jardin, qui est greffé sur un jugement antécédent présupposé, à savoir le jugement qui a un certain chat que nous connaissons. Cette asymétrie, cette différence de statut de deux types d'informations dans le jugement double, c'est quelque chose qui est très bien mise en valeur par l'idée de présupposition telle que Strawson a fait beaucoup pour introduire cette idée de présupposition dans les débats linguistiques. C'est une idée qui existait déjà, évidemment, l'idée de présupposition. Notamment en philosophie, Collingwood, un philosophe britannique, avait publié un livre où il avait énormément parlé de l'idée de présupposition en 1940. Mais en tout cas, Strawson introduit, pour discuter les questions de référence, les questions de jugement, etc., cette idée de présupposition, et elle est devenue, cette idée, très centrale dans la recherche, notamment linguistique. C'est devenu un outil fondamental. Et une propriété, la propriété, disons, peut-être la plus centrale, la plus connue, qui permet de distinguer les présuppositions d'autres éléments du contenu des jugements, c'est le fait que, là, je vous ai donné un exemple d'expression qui présuppose quelque chose. Arrêter, quand vous dites de quelqu'un qu'il a arrêté de fumer, on distingue dans le contenu de cet énoncé deux composants. Disons, il y a ce qui est posé et il y a ce qui est présupposé, ce qui est supposé être déjà connu. Et quand vous dites de quelqu'un qu'il a arrêté de fumer, vous savez déjà, en tout cas, on est censé savoir déjà que cette personne est un fumeur, fumait, jusqu'à présent en tout cas, et l'information nouvelle qu'on apporte, c'est qu'il a arrêté, c'est qu'il ne fume plus maintenant. Donc il y a l'information qui fumait avant, l'information qui ne fume pas maintenant, et quand vous dites qu'il a arrêté, vous avez cette conjonction des deux éléments, il fumait avant et il ne fume pas maintenant, sauf que le premier élément qui fumait avant, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de ce que vous affirmez quand vous dites qu'il a arrêté de fumer, c'est quelque chose que vous présupposez, c'est quelque chose que vous considérez comme déjà connu, que vous tenez pour acquis. C'est dans l'arrière-plan, ça ne fait pas partie de ce que vous êtes en train d'affirmer. Ce que vous êtes en train d'affirmer, c'est simplement que maintenant il ne fume pas, alors qu'il fumait avant. Et on voit que la présupposition appartient à l'arrière-plan et ne fait pas partie de ce que vous affirmez quand vous dites « il a arrêté de fumer », par le fait que si vous niez au lieu d'affirmer, si vous ajoutez une négation, si vous dites « il n'a pas arrêté de fumer », eh bien, ce que vous niez, c'est seulement l'information nouvelle, c'est-à-dire le fait que maintenant il ne fume pas. Vous continuez de présupposer qu'il fumait avant. Si vous dites qu'il n'a pas arrêté de fumer, vous continuez de présupposer qu'il fumait avant et vous dites qu'en fait, il continue. Mais la négation ne porte pas sur la présupposition. La présupposition, elle est tenue pour acquise, elle est dans l'arrière-plan, elle est intouchable. Donc ce que vous affirmez, ce n'est pas ça. La présupposition, c'est en quelque sorte d'avant l'affirmation, présupposée par l'affirmation. Mais l'affirmation porte sur autre chose. Et de même, si vous niez, la négation porte sur autre chose. La présupposition reste intacte. Ou si vous posez la question, a-t-il arrêté de fumer ? Là, pareil, vous présupposez qu'il fumait avant. Et la question porte seulement sur la question de savoir qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Est-ce qu'il continue à fumer ou pas ? Donc, on voit bien cette structure. Il y a quelque chose qui est dans l'arrière-plan qui n'est pas visé par l'acte de l'esprit au moment, le deuxième jugement, disons, du jugement double, c'est l'acte de l'esprit au moment où il affirme ou nie quelque chose à propos de cet objet
dont l'existence est présupposée. Bon, là, ici, ce n'est pas exactement un objet, parce que la présupposition porte sur un état de choses, à savoir le fait qu'il fumait auparavant. En tout cas, on a cette structure qui se révèle quand on a ce test de la négation, de l'interrogation, quand on s'aperçoit que l'élément présupposé échappe, n'entre pas dans la portée de ces opérateurs. Et on a la même chose quand vous avez un acte de référence singulière, comme dans les exemples à la Strawson. Ce nuage a la forme d'une guitare. Selon Strawson, quand vous dites ça, vous présupposez l'existence d'un certain nuage présent ou connu déjà de l'interlocuteur aussi bien que du locuteur. Vous présupposez cette existence, et de ce nuage déjà connu, vous lui attribuez à ce nuage la propriété d'avoir la forme d'une guitare. Si vous niez, ce que vous niez, c'est simplement la propriété d'avoir la forme d'une guitare. Mais vous continuez à présupposer son existence. Quand vous dites ce nuage n'a pas la forme d'une guitare, vous ne niez pas qu'il y ait un nuage, un certain nuage. Vous ne niez pas son existence à ce nuage, ni le fait qu'il soit présent à l'esprit des interlocuteurs. Non, vous niez uniquement la propriété. Et de même, si vous posez la question, ce nuage a-t-il la forme d'une guitare, vous présupposez la familiarité, le fait qu'il y a un certain nuage que l'auditeur a pu identifier, et vous posez la question de sa forme. Mais à chaque fois, on voit qu'il y a cette structure dans le jugement qui est, selon Brentano et Marty, c'est une structure double, un élément présupposé et un jugement qui se greffe là-dessus pour attribuer à la chose dont l'existence est présupposée une propriété ou pour la lui refuser. Si cette idée de présupposition vous intéresse, un des premiers livres écrits sur le sujet, c'était il y a plus d'un demi-siècle, c'était le livre de Ducrot, Dire et ne pas dire, qui est toujours une lecture très instructive, même si évidemment depuis il y a eu énormément de littérature en linguistique sur la question. Et donc, si maintenant je résume cette idée des deux théories de Brentano, la théorie initiale de Brentano, la première, ajoutait aux propositions répertoriées par la logique aristotélicienne, c'est-à-dire les propositions quantifiées, les propositions de la logique aristotélicienne, donc les propositions particulières, universelles, etc. Toutes ces propositions, selon lui, se réduisent à des propositions existentielles avec un contenu de type AB. Et il ajoutait à ces propositions-là un nouveau type de jugement, les jugements à un seul terme, les jugements thétiques à un seul terme, comme il pleut. Et la nouvelle théorie de Brentano-Marty, celle que je viens d'exposer, ajoute encore une nouvelle catégorie de jugements au répertoire. Et ce sont les jugements doubles, ceux qui sont complexes pas seulement dans leur contenu, mais aussi le jugement lui-même implique deux jugements, l'un étant greffé sur l'autre. Alors cette catégorie est particulièrement importante. Pourquoi ? Pour nous, disons. Simplement parce qu'elle correspond à une idée qui est devenue très centrale dans la philosophie du langage et même de l'esprit contemporaine, c'est l'idée de pensée singulière. Il y a beaucoup de discussions sur la question de savoir ce que c'est que cette capacité que nous avons d'avoir des pensées au sujet d'objets particuliers, comme cet ordinateur, ce nuage. C'est un thème qui est devenu central, je ne vais pas vous dire maintenant pourquoi, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent concernant ce type de jugement portant sur des objets particuliers, et il me semble que ce type de jugement correspond précisément à cette idée de jugement double chez Brentano et Marty. Donc, la structure composée AB se retrouve, on le voit, maintenant, étant donné cette nouvelle théorie, cette nouvelle version de la théorie, on voit que la structure AB se retrouve dans deux configurations distinctes. Il y a d'un côté, si on revient sur les exemples que j'ai donnés, il y a d'un côté les jugements de type AB+, AB-, qui affirment l'existence de quelque chose, mais le quelque chose dont l'existence est affirmée est un état de choses complexe où il y a quelque chose et une propriété qu'on lui attribue. Il n'y a pas d'amour heureux, ni l'existence
d'amour possédant la propriété d'être heureux. Donc là, on a bien quelque chose et une propriété qu'on lui attribue. Ça nous donne un état de choses complexe, et l'esprit affirme ou nie l'existence de cette chose. Et il n'y a pas d'amour heureux, un chat miaule dans le jardin, certains champignons sont vénéneux, tout ça, ça a cette structure-là. Ce sont des jugements qui, dans la nouvelle version de la théorie de Brentano, sont des jugements thétiques parce que l'esprit affirme l'existence de quelque chose, mais ce dont l'existence est affirmée est quelque chose de complexe, un état de choses impliquant un objet et une propriété. Mais on a aussi cette structure AB dans les jugements doubles. Et dans le cas des jugements doubles, on a la structure AB parce qu'on a bien un objet et une propriété qu'on lui attribue, mais l'objet, c'est quelque chose dont la réalité est déjà affirmée ou acceptée par l'esprit. Donc il y a eu un jugement antérieur thétique qui affirmait l'existence de quelque chose, et le jugement catégorique greffe un second jugement là-dessus, qui revient à attribuer à cet objet déjà connu une certaine propriété. Et donc on voit apparaître la structure AB dans le second jugement, mais sauf que l'élément A, son existence est présupposée, de sorte que le jugement double n'affirme pas l'existence de l'élément A. L'élément A a déjà été, son existence a déjà été acceptée. Alors, pour Strawson, donc on voit bien ici que la distinction entre l'indéfini et le défini apparaît. Disons que des jugements doubles, ça correspond notamment à cet emploi des expressions définies qui présupposent la familiarité et l'existence déjà acceptée de ce dont on parle. Et c'est de ça que parle Strawson. Donc pour Strawson, quand il parle de référence identifiante, il parle de choses, de ce qu'on a quand on dit quelque chose comme ce nuage à la forme d'une guitare. Là, on a référence identifiante à un nuage. Mais si je dis un nuage à la forme d'une guitare ou un chat miaule dans le jardin, c'est différent. Parce que là, on ne présuppose pas, on introduit quelque chose dans l'esprit de l'autre. On conduit l'autre à ouvrir un dossier mental. Ce n'est pas du tout la même chose. L'acte de l'esprit dans un chat miaule dans le jardin ou un nuage à la forme d'une guitare revient simplement à poser l'existence d'une chose complexe, un chat possédant une propriété, un nuage possédant une certaine propriété. Il n'y a pas cet acte double. Or, pour Strawson, l'acte de référence identifiante, c'est l'acte d'invoquer un corps de connaissance préexistant, et ça implique qu'on se situe à l'intérieur d'un acte double. Donc un jugement de type sujet-prédicat au sens de Strawson, un jugement où il y a ces deux actes complémentaires de référence et de prédication, c'est exactement ce que Brentano et Marty appellent un jugement double. Donc quand bien même on a quelque chose comme une structure sujet-prédicat dans les exemples du haut, les AB+, pour Strawson, ce n'est pas ça qu'il veut dire par sujet-prédicat. En tout cas, ce n'est pas ça qu'il veut dire par un jugement qui fait intervenir ces actes complémentaires de référence et de prédication. On n'a de référence que dans le cas où on emploierait linguistiquement une expression définie. Alors à propos de ces jugements singuliers, les jugements singuliers, c'est justement les cas où on a véritablement référence, comme quand vous employez un démonstratif, un nom propre, une expression définie. Donc selon Strawson, il y a une structure logique très particulière de ces jugements, et ça correspond bien à l'idée que font Brentano et Marty de cette opposition qu'on a ici. Dans les discussions contemporaines, on a cette opposition, j'en parlais il y a un instant, entre les propositions singulières, comme Aristote est mortel, et les propositions qu'on appelle générales. Les propositions générales, elles ne portent pas sur des objets particuliers, elles portent sur des classes. Certains hommes sont mortels, tous les hommes sont mortels. Ça nous parle de relations entre des classes, ça ne nous parle pas de tel ou tel objet particulier. Et donc, il y a eu beaucoup d'intérêt pour les propositions singulières et ce qui les distingue. Dans la théorie issue d'Aristote, dans la logique traditionnelle, ces propositions singulières sont traitées simplement comme en quelque sorte un cas particulier. On essaie de montrer comment elles se rapportent à ce système des propositions qui inclut un classement comme je disais tout à l'heure,
universelles, particulières, affirmatives, négatives. Il n'y a pas les propositions singulières là, et les propositions singulières sont traitées de façon générale en les réduisant à quelque chose dans ce tableau des propositions issues d'Aristote. En général, on les réduit à des propositions universelles, un cas particulier de proposition universelle, c'est ce que fait la logique de Port-Royal. Ça, c'est les propositions de la logique aristotélicienne. Donc là-dedans, on ne voit pas apparaître les propositions singulières. Donc elles sont traitées comme un cas particulier de proposition universelle. Il y a aussi une théorie très intéressante élaborée par Leibniz qui essaie de dire qu'en fait, c'est des propositions qui sont équivalentes à la fois aux universelles et aux particulières. Donc elles sont complètement... Et c'est pourquoi on n'a pas besoin de marquer ce qu'on appelle la quantité, c'est ce qu'indiquent les mots comme tout ou certain. Là, on n'en a pas besoin parce que c'est indifférent. Donc il a cette théorie-là, mais toutes ces théories essaient quand même de repérer les propositions singulières par rapport à ces propositions de la syllogistique. Alors que dans les théories contemporaines, il me semble qu'on leur donne vraiment un statut à part à ces propositions singulières, et je pense que la théorie de Brentano et Marty permet effectivement de faire droit à ce statut très particulier des propositions singulières en tant que jugement double, c'est-à-dire en tant que cas où on a un double acte de l'esprit, il y a quelque chose qui est présupposé et il y a un jugement qui est greffé sur ce jugement présupposé. Donc si on admet qu'il y a en plus des jugements déjà discutés, ces jugements doubles, on aboutit à un classement, on aboutit à un tableau, ça correspond à la deuxième théorie de Brentano. On a en fait 6 formes de jugement. On a les jugements thétiques simples qui posent l'existence ou refusent l'existence à quelque chose de simple comme la pluie, Dieu, etc. Donc Dieu existe, il y a des nuages. Vous avez des jugements thétiques complexes où l'acte de jugement est également simple, on affirme l'existence de quelque chose, mais c'est un état de choses, quelque chose déjà complexe. Et c'est toutes les propositions de la logique aristotélicienne entrent dans cette catégorie-là. Certains champignons sont mortels, proposition particulière. Il n'y a pas d'amour heureux, proposition universelle. Donc ces propositions ont la forme AB+ ou AB-. Et maintenant, on voit qu'il y a une nouvelle catégorie, c'est les jugements doubles, ou les jugements catégoriques. Et c'est là qu'on met les propositions singulières. Ce nuage a la forme d'une guitare, ce nuage n'a pas la forme d'une guitare, avec un jugement thétique présupposé et un deuxième jugement qui se greffe là-dessus. Alors, je dois cependant indiquer que Brentano lui-même n'utilisait pas cette idée de jugement double pour opposer, comme je le fais là, les propositions singulières qui seraient de tels jugements doubles articulant posé et présupposé, pour opposer les propositions singulières aux propositions quantifiées. Dans une note de 1889 qu'il a ajoutée à son compte-rendu de Miklosic, dont je parlais tout à l'heure, dans cette note, il introduit l'idée de jugement double, et il donne bien, à vrai dire, comme exemple canonique de jugement double, une proposition singulière. Voilà ce qu'il écrit. Il donne l'exemple de « ceci est un homme », il donne ça comme exemple de jugement double, et il dit « le démonstratif ceci montre à lui seul que l'on croit à l'existence ». C'est encore cette idée de jugement d'existence présupposée. Un second jugement lui attribue ensuite le prédicat homme. Donc là, il nous montre la structure du jugement double sur cet exemple d'énoncé démonstratif exprimant une proposition singulière. Mais cependant, la notion de jugement double, une fois qu'il l'a introduite, c'est un nouvel outil pour lui. Et cet outil lui sert, entre autres, à réviser son approche antérieure des propositions, y compris de certaines des propositions de type aristotélicien. Donc moi, j'ai présenté les choses comme si simplement il y avait une nouvelle catégorie qui était introduite et qui collait pour les propositions singulières. Brentano, lui, il en profite pour réviser son ancienne théorie et ça nous donne quelque chose de plus complexe et de plus baroque que ce que je vous ai présenté. Mais quoi qu'il en soit, mon but, véritablement, ce n'est pas tant de vous faire l'exégèse de Brentano que de présenter un ensemble d'idées dont je pense qu'elles sont très utiles pour la recherche contemporaine. En tout cas, il me semble que la convergence très importante avec les idées de Strawson est encore plus importante si on accepte la façon dont je vous ai présenté la deuxième théorie de Brentano, sans entrer dans les complications dont je vous ai dit qu'elle donne lieu sous sa plume.
Parce que pour Strawson, il n'y a aucun doute qu'une pensée singulière, quand vous avez une pensée sur un objet particulier, c'est une pensée qui fait fond sur un ensemble de connaissances déjà constituées. Il n'y a pas de pensée singulière s'il n'y a pas un ensemble de connaissances d'arrière-plan déjà constituées sur l'objet. Vous ne pouvez pas penser ce nuage si vous ne savez pas déjà qu'il y a un certain nuage, etc. Quelque chose comme ça. Vous devez... Une pensée singulière invoque certaines représentations antécédentes dans l'esprit, tant de la personne qui forme cette pensée que de l'interlocuteur, dans le cas où on communique cette pensée. Donc, on ne peut pas penser une pensée singulière comme ce nuage à la forme d'une guitare, où il y a ces deux éléments, référence et prédication. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une différence entre ces énoncés et les énoncés thétiques, comme il y a un nuage là-bas qui n'a pas la structure sujet-prédicat. Mais ce que nous dit Strawson, il va plus loin. Il nous dit que tout énoncé singulier comme ce nuage à la forme d'une guitare présuppose l'acceptation d'un jugement thétique de type « il y a un nuage là-bas ». On peut peut-être représenter les choses de la façon suivante. L'acte de référence, ici en vert, à ce nuage, présuppose ce corps de connaissance préexistant et de façon minimale présuppose le jugement ou la connaissance du fait qu'il y a un nuage là-bas. Et ce « il y a un nuage là-bas », c'est un jugement feature placing, c'est un jugement thétique qui est présupposé. Et parce qu'il est présupposé, on a cette structure de jugement double, correspondant ici au crochet, la partie présupposée en rouge, et le reste étant le jugement sujet-prédicat, qui est en fait ce deuxième jugement qui se greffe sur le premier jugement présupposé. Et donc, la prochaine fois, on continuera d'approfondir ces idées et de voir notamment comment, dans les recherches linguistiques contemporaines, l'idée de structure informationnelle permet d'aller un peu plus loin dans cette compréhension, disons, de ce qui fait l'essence de ces propositions singulières. Mais là, je vais bientôt m'arrêter. Je vous signale que tout à l'heure, donc à 11h30, on a comme d'habitude le séminaire où Philippe Drapeau-Contim va nous parler de référence, donc on sera encore dans le même ordre d'idées. Et je vous rappelle que donc, nous menons au Collège de France une enquête sur le public du Collège de France. Donc normalement, vous avez tous les formulaires, mais s'il y en a qui n'en ont pas, Mariam ici peut vous en donner. Et ces formulaires doivent soit lui être rendus, soit être déposés à la sortie, soit être déposés à l'accueil au collège. Voilà, je vous remercie et à tout à l'heure.